L'heure à laquelle nous vous informons à travers cette grande édition du journal télévisé sur la RTNC. Mesdames et messieurs, encore une fois bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je l'ai dit tantôt, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu une réunion avec l'ambassadeur de l'Union européenne, celui des États-Unis en RDC et celle des États-Unis à l'Union africaine. Ces derniers lui ont donné des assurances sur les soutiens de la communauté internationale. Reportage. Dit tantôt que le président de la République s'est entretenu avec 3 diplomates, celui de l'ambassade de l'Union européenne en RDC, celui des États-Unis en RDC également, l'ambassadeur des États-Unis à l'Union africaine. Ils ont tous apporté les assurances sur les soutiens de la communauté internationale dans notre pays. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique vont accompagner la République démocratique du Congo dans sa mandature de la présidence en exercice de l'Union africaine. Les ambassadeurs respectivement de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, des États-Unis, Mark Hammer, et des USA à l'Union africaine, Jesse Lapen, sont allés le dire de vive voix au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une réunion à la Cité de l'Union africaine. Pour la diplomate américaine auprès de l'organisation panafricaine, il est question de soutenir le leadership du président de l'Union africaine et de la RDC dans sa diplomatie. Je suis l'ambassadeur des États-Unis à l'Union africaine et je suis venue ici avec mes collègues, l'ambassadeur des États-Unis à Congo et l'ambassadeur de l'Union européenne à Congo, pour discuter avec son Excellence, Monsieur le Président, sur les questions qui sont sur son leadership à l'Union africaine. Pour nous, à ce moment-ci, on veut vraiment soutenir le RDC dans ce moment-ci. La RDC, c'est un moment pour la diplomatie congolaise et nous, la communauté international veut être avec eux. On a discuté toutes les questions importantes pour le continent, ça veut dire le Tchad, le Tigré, le grand barrage. À noter que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est au centre des discussions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sous la médiation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Rendons-nous à la Chambre basse du Parlement où la proposition de loi portant création et organisation de l'ordre des géologues est déclarée recevable à la plénière de ce jeudi 6 mai. Ce projet de loi est renvoyé à la commission mixte PAJ et environnement pour un examen approfondi. La plénière de ce jeudi 6 mai 2021 a porté sur l'examen et le vote de la proposition de loi portant création et organisation de l'ordre des géologues, plénière présidée par Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale. Dans son exposé sur l'économie générale du texte, l'auteur de cette proposition de loi, le député national Gary Sakata, a mis en lumière la nécessité et l'importance de voter cette loi qui n'est pas seulement l'acte fondateur d'un ordre, mais surtout un instrument pour le développement de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'interrogations sur l'exposé des motifs. Les élus légitimes du peuple ont bien voulu connaître la raison d'être et l'incidence de cette loi sur l'économie du pays. Le député national Gary Sakata a répondu aux préoccupations soulevées par le député national. Notre pays n'est pas le premier dans le monde à pouvoir proposer un ordre des géologues. La Zambie, l'Afrique du Sud, le Canada et tant d'autres, tous les pays miniers, tous les pays qui sont à forte propension des ressources naturelles ont un ordre des géologues en vue de protéger leurs ressources et les faire connaître auprès des nations.
La proposition de loi sous examen portant création et organisation de l'ordre des géologues a été déclarée recevable et renvoyée à la commission mixte politico-administrative et juridique et environnement de la Chambre basse du Parlement pour un examen approfondi dans un délai de 7 jours. Dans son mot des circonstances, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, a félicité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir proclamé l'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette importante décision du chef de l'État s'impose eu égard à l'insécurité persistante dans laquelle vit notre peuple. En notre qualité de représentants légitimes du peuple congolais, nous avons donc le devoir et l'obligation de soutenir cette décision du chef de l'État afin que soit définitivement mis hors d'état de nuire toutes ces forces négatives et barbares, d'où qu'elles viennent. Un autre projet de loi, celui déposé par les députés nationaux Simon-Pierre et Yananio Moligui. Ce projet porte sur la recherche scientifique et innovation technologique. L'ancienne loi date de 1982, donc plus de 40 ans. C'est depuis 1982 que la RDC dispose d'une loi ayant dessiné le cadre légal de la recherche scientifique. 40 ans après, et dans le souci de redéfinir ce cadre légal, le député national Yananio s'est rendu ce jeudi 29 avril à la Chambre basse du Parlement pour déposer sa proposition de loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Si l'on ne s'investit pas dans la recherche scientifique dans les différents domaines, il sera difficile pour la RDC de décoller réellement. Voilà pourquoi cet élu de Chabunda dans la province du Sud Kivu voudrait que soit amélioré le Conseil national de la recherche, aussi créer le comité national d'éthique et proposer les académies qui seront animées par des chercheurs compétents de ces pays. Moi, j'ai proposé notamment que nous puissions créer un fonds national pour la recherche scientifique. Ces fonds seraient alimentés par exemple, de l'argent qui viendrait des licences de ceux qui exploitent nos forêts, que ce soit ceux qui exploitent les réseaux de télécommunications. Ce n'est pas normal que notre pays ne puisse même pas avoir en perspective le projet des satellites. D'autres pays se développent à partir des satellites. Si nous avons notre satellite à nous dans 20 ou 30 ans, nous pourrions commencer à sécuriser nos frontières, nous pourrions nous aussi bien maîtriser notre pluviométrie, améliorer notre agriculture. Il y a un conseil national de la recherche, mais nous voulons que ce soit un conseil national pour la science et la recherche. Nous voulons aussi améliorer le comité national d'éthique, parce qu'on ne peut pas faire de la recherche sans éthique. Et enfin, nous proposons dans la loi que le gouvernement puisse créer des académies. À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni les ministres sectoriels sur la conjoncture économique nationale. Cette nouvelle équipe gouvernementale a étudié les voies et moyens pour l'amélioration du social des Congolais. Le Premier ministre s'est aussi entretenu avec les responsables de la SNCC. Il a été constaté une embellie au niveau international en ce qui concerne la vente de certains minéraux et une mobilisation acceptable des recettes durant le mois qui vient de s'achever. La première réunion du comité de conjoncture économique nationale du gouvernement de l'Union sacrée de la nation qu'a présidé ce jeudi 6 mai, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a examiné la situation socio-économique du pays en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. Au cours de cette réunion qui a regroupé les ministres sectoriels, des orientations claires ont été données par les chefs de l'exécutif national. Le Premier ministre nous a exhortés à poursuivre les efforts pour l'encadrement économique de manière à améliorer la situation économique et la situation de la stabilité de notre monnaie. Et le gouverneur de la banque a pris l'engagement de tenir fermement les cordons de la bourse de manière à ce que tout ce qui va se faire comme dépenses se fasse sur base de la caisse et non plus de la planche à billets.
Et pour le redressement de la Société nationale des chemins de fer du Congo, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé avec les comités de gestion de la SNCC, avec à sa tête son directeur général Fabien Moutombe. À l'issue de cette réunion, nous avons tous constaté que la SNCC était dans une phase de redressement. Et pour redresser la SNCC, il va falloir entrer en contact avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, partager sa vision, et nous avons constaté que sa vision et la nôtre, les deux convergent vers un dénominateur commun, le peuple d'abord, le cheminot d'abord. L'amélioration du social et le développement passent aussi par la restauration du réseau ferroviaire qui représente une épine dorsale de l'économie nationale. Aux affaires étrangères, le ministre d'État Christophe Lutundula, au cours d'une vidéoconférence, proposait des solutions pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Juste après, il a échangé avec la représentante des États-Unis à l'Union africaine. Reportage. Une journée intense pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Christophe Lutundula, qui a commencé dès les premières heures du matin. Une vidéoconférence avec une thématique importante portant sur l'impact des conflits armés sur les patrimoines culturels. La Commission africaine qui a organisé cette conférence a été félicitée par le vice-premier ministre pour cette initiative et propose des solutions pour la sauvegarde du patrimoine culturel africain. C'est ici l'occasion pour moi d'exhorter tous les États membres de l'Union africaine n'ayant pas encore ratifié, signé ou ne s'étant pas encore approprié ces instruments internationaux de le faire et rapidement. Et pour nous Africains, notre culture, dans sa diversité d'expression, constitue le moyen le plus sûr de marquer notre contribution au progrès général de l'humanité et de promouvoir un développement intégral adapté à nos réalités et répondant à nos besoins propres. Nous n'allons pas laisser notre continent mourir. Avec notre culture, le droit international humanitaire comme cadre et les services de peuple comme boussole, nous voulons au contraire construire notre Afrique, l'Afrique des Africains. Plein succès donc à nos travaux. Une autre séance de travail très importante, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'a eu avec la délégation composée de l'ambassadeur des USA à l'Union africaine, Madame Jessica, du représentant de l'Union européenne en RDC, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. La question du remplissage du bassin du Nil préoccupe les nations et exacerbe les tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. La République démocratique du Congo, à la tête de l'Union africaine, a une responsabilité de réconcilier les frères ennemis. Le vice-premier ministre a rappelé l'importance qu'accorde le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces dossiers. Il va d'ailleurs dans le jour qui vient, avec l'aide des partenaires internationaux, rencontrer les protagonistes afin de trouver une solution pacifique et qui va mettre toutes les parties d'accord. Cette séance de travail a connu la participation du vice-ministre Sami Adoubango, avec la délégation belge conduite par le ministre d'État, membre honoraire de la Chambre des représentants, François-Xavier Dedonéa, accompagné de l'ambassadeur belge en RDC. Les échanges ont porté sur la gestion du parc de Virunga. La population du Nord Kivu s'est dit prête à accompagner l'état de siège déclaré dans cette partie du pays par les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi, occasion pour l'intercommunautaire du Nord Kivu de proposer la prise en compte du processus DDR pour la réussite de cet état de siège. L'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, une décision présentée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme une réponse aux cris de détresse des populations de cette partie de la République, n'a pas laissé indifférente l'intercommunautaire du Nord Kivu. Cette délégation, conduite par son président, Jean Sekabouoro, a été reçue par le ministre de la Défense nationale, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, en présence de la vice-ministre, Madame Séraphine Kilubu Kituba. La représentation intercommunautaire du Nord Kivu salue et soutient la décision du chef de l'État. Nous sommes venus soutenir l'initiative que le chef de l'État
vient de prendre d'établir l'état de siège au Nord Kivu. Nous avons suggéré que les DDRC soient effectifs sur le terrain, c'est-à-dire en même temps qu'on traque les groupes armés, il faut donner une espèce de perspective aux jeunes. Il faut les encadrer, il faut les aider à avoir un emploi. Le ministre de la Défense nationale, prêtant une oreille attentive à ses interlocuteurs, leur a fait savoir qu'en chef des armées, le président de la République a réaffirmé sa détermination à user de toutes ses prérogatives institutionnelles pour mettre fin à cette situation tragique qui a tant duré. Rendons-nous au ministère de la Communication et des Médias où le ministre Patrick Mouyaya a échangé avec les différentes associations et les patrons des médias. C'est un jeudi chargé pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, dans son cabinet de travail situé dans la commune de la Gombe, qui, après avoir annoncé une série d'activités de sensibilisation au sujet de l'appel du président de la République à la mobilisation de tout un peuple sur l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, passe à l'action. Vous avez suivi tout ce que le chef de l'État avait décrété, l'état de siège dans les provinces de l'Ouest, et qu'il a appelé dans son invitation à nous mobiliser. Les médias ont été particulièrement épinglés. Une série d'audiences accordées par Patrick Mouyaya aux différentes associations du patronat de médias de la République démocratique du Congo. La première délégation à être reçue, c'est l'Association nationale des éditeurs du Congo, ANECO. Nous avons abordé des questions d'actualité, notamment l'état des sièges et ce que les journaux peuvent faire pendant ce temps. S'en est suivi tour à tour l'ANEAP, MILRDC et la Fédération des radios des proximités du Congo. Que les médias se mobilisent pour que nous puissions bouter tous ceux qui créent le désordre à l'est de notre pays. Donc nous allons voir dans quelle mesure les médias numériques vont essayer d'accompagner l'État par rapport à ça. Un cadre de dialogue et de prise de contact comme le veut le patron de médias en République démocratique du Congo, mais aussi un cadre d'échange pour trouver solution aux différentes préoccupations de ces associations de médias pour rendre plus compétitif l'espace médiatique congolais. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'aile centrale du bâtiment de la fonction publique. Le vice-premier ministre de l'Intérieur lui a reçu quelques élus de Maïndombe et celui de l'environnement, celle de l'environnement, F. Bazaïba, était avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Cédric Kenina. Tout démarre sur les chapeaux de roue, tenant compte des objectifs assignés, une vision des grandeurs du chef de l'État pour une administration publique pilier de tout développement. L'aile centrale du bâtiment historique de la fonction publique qui abrite la direction des ressources humaines sera complètement réhabilitée et c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou qui a procédé au lancement officiel de ces travaux. Travaux qui prendront 5 mois et qui rentrent dans le cadre du projet de la réforme et rajeunissement de l'administration publique assuré par le groupe Teziliayo. Pour ne pas ralentir les rythmes de travail, le personnel des ressources humaines sera provisoirement logé dans ces locaux inaugurés par le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou. Rétablir la paix et la stabilisation des institutions du Maïndombe qui fait face, à l'instar des autres provinces de la République, à une crise institutionnelle, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en a fait son cheval de bataille. Maître Daniel Asselo Okito Wankoy a échangé avec la délégation du caucus des députés nationaux de la province du Maïndombe, conduite par l'honorable Mpongo Kita Jean-Claude, venu solliciter l'implication du patron de la territoriale pour mettre fin à cette crise qui bloque les décollages socio-économiques de cette province. La RDC regorge plus de 60% du massif forestier du bassin du Congo,
deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. C'est ce qui explique cette nouvelle approche imprimée par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, qui s'est entretenu avec les diplomates britanniques en poste à Kinshasa, Emily Meitman, qui a promis l'accompagnement de son pays dans les efforts communs contre le réchauffement climatique. La question sur la tenue prochaine du grand rendez-vous climatique annuel et celle de la participation de la RDC dans la mise en œuvre de l'accord de Paris était également évoqué. Le monde a célébré un métier noble, celui des sages-femmes. Thème retenu, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. La première dame de la République, Denise Nyakeru, a encouragé ceux ayant choisi d'accompagner la mère et les nouveau-nés. C'est une présence plus que réconfortante que reçoit cette future maman qui se tord de douleur d'enfantement. La sage-femme trouve comme toujours des mots qui l'apaisent. Allez, respire profondément. Respire. Respire. Au-delà du réconfort qu'elle apporte, la sage-femme surveille la grossesse, en suit l'évolution et va même gérer l'accouchement. Une assistance qui mérite pleinement reconnaissance. Ce 5 mai, le métier de sage-femme était à l'honneur au courant de la journée internationale lui dédiée. En toile de fond, un thème, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Investissez dans les sages-femmes. Le rôle de ces professionnels de la physiologie féminine est d'une telle évidence que la première dame de la République, engagée également dans le bien-être de la femme, a voulu à sa manière honorer celles qui contribuent à améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles. Denise Nyakeru Tshisekedi a choisi le contact physique avec celle de la maternité de Kitokimosi dans la commune de Selembao et de l'hôpital général de référence de Kitambo. Dans chacun de ces centres hospitaliers, l'épouse du chef de l'État, outre les échanges profonds avec ses gardiennes de vie sur leurs conditions de travail, a assisté certaines accouchées en manque de moyens financiers et matériels. Un immense plaisir qui a sorti certaines d'entre elles de leur lit. La République démocratique du Congo affiche des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale, d'où la nécessité d'investir dans la sage-femme, comme le thème l'indique. Un investissement qui part de la formation à la réglementation de la profession. La première dame le sait pertinemment. Nous sommes là, c'est pour que les femmes accouchent sans problème. Une femme ne peut pas mourir en donnant une vie, c'est ça notre devise. Et un enfant ne peut pas mourir en venant au monde. Si toutes les conditions sont bien réussies, en tout cas je pense que le taux de décès infantile et maternel sera amoindri lors des accouchements. Nous disons un grand merci pour cette journée que vous avez songé à nous, les sages-femmes. Ainsi, les femmes et les hommes dévoués à cette profession médicale peuvent compter pour ce faire sur le soutien inconditionnel de l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru Tshisekedi. Revivons comment cette journée des sages-femmes a été célébrée à travers Kinshasa. République démocratique du Congo, le nombre de décès maternels est passé de 1269 en 1989 à 846 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes selon l'enquête démographique et de santé 2013-2014. Un progrès réalisé avec la contribution effective des sages-femmes, raison importante pour investir dans les sages-femmes car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un peu pour paraphraser les thèmes de la journée internationale des sages-femmes célébrée chaque 5 mai de l'année. Les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA renouvellent sa solidarité à toutes les sages-femmes et salue leur engagement à sauvegarder des vies des femmes et des enfants. Un engagement politique résolu et un investissement dans les sages-femmes s'impose pour sauver les vies des milliers de femmes congolaises qui meurent chaque année lors de l'accouchement, avant, pendant et après celui-ci. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a dit la détermination du gouvernement à travailler dans la vision du chef de l'État pour la couverture santé universelle à laquelle la contribution des sages-femmes reste déterminante. Force est de dire que la réduction de la mobilité et de la mortalité maternelle et néonatale est un défi majeur avec le concours des sages-femmes comme prestataires maternels pour nous permettre tous d'atteindre l'objectif
et redresser le deuil à 12 familles de son vivant d'ici le 30. Une journée célébrée en présence de la ministre du Genre, Enfants et Famille Gisèle Ndayalou Sebou, le vice-ministre à la Santé et la conseillère du chef de l'État en charge des violences sexuelles, Chantal Yeloumoulop. Les sages-femmes formées ont reçu des diplômes auprès des autorités présentes et ont prêté serment à travailler pour le bien-être de la femme et du nouveau-né. Les acteurs des droits de l'homme participent à la conférence sur la justice transitionnelle. D'autres détails dans ces reportages. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, la justice transitionnelle nécessite un cadre de concertation entre le gouvernement, les partenaires techniques, la société civile pour lever des options qu'il faut. À l'occasion de l'ouverture de l'atelier de ce jour qui porte sur la formation des formateurs de la société civile, le ministre des Droits humains, Fabrice Mpouela, a évoqué les 4 actions prioritaires qui seront menées dans la mise en place de ce processus. Primo, porter le message de l'engagement du président de la République et du gouvernement à œuvrer à la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Secondo, faire un état des lieux des initiatives existantes en matière de justice transitionnelle. La représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, le Bureau de coordination des Nations Unies pour les droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement et les ONG se sont mobilisés pour la promotion des différentes initiatives en matière de justice transitionnelle. Un des panélistes, le professeur Lozolo Bambi, s'est apaisanti sur les principes fondamentaux, les piliers et la conception de l'Union africaine sur la justice transitionnelle. Et cette justice transitionnelle, elle est fondée sur un principe simple. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation sans justice. Il n'y a pas de justice sans réparation, il n'y a pas de réparation sans pardon, et il n'y a pas de pardon sans vérité. L'aboutissement de ce processus tient le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à cœur. Le ministre des Droits humains l'a rappelé avant d'ouvrir les travaux de ces 2 jours d'atelier. Au ministère des Finances, il a été signé un partenariat pour la prise en charge des enfants démunis. La carotte ou le bâton, les acteurs de la délinquance juvénile à Kinshasa avaient le choix parce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voulait une solution rapide. L'opération d'identification volontaire de Kuluna s'étant avérée comme alternative au bâton, Kaouka en était une zone expérimentale parce que l'honorable Jean-Marie Lukulé Simasamba, qui pilote le projet, y avait une expérience. Après les résultats encourageants à Kaouka, à la Funa, l'honorable Jean-Marie Lukulé Simasamba et la G24 posent valise dans cette autre partie de la capitale avec une touche particulière. En plus de Kuluna, les jeunes sans emploi seront pris en compte. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a cru à ce projet et qui consolide ce partenariat, s'est fait représenter par un de ses hommes. Avec la collaboration entre G24 et le ministère des Finances, c'est pour aider ces jeunes de trouver des emplois, pour leur permettre le survie et d'être aussi importants et utiles dans la société. Une première réunion de contact avant l'entrée en la matière, le coordonnateur du projet explique. C'est un honneur pour nous d'avoir un partenaire de taille au service du ministère des Finances, par son Excellence M. Nico Kazadi, que nous tenons à remercier, dès demain, par une signature de contrat avec 500 jeunes qui pourront déjà intégrer les G24 pour être formés, mais également commencer déjà le travail. L'expérience de Kaouka les ayant rodés, les choses devront aller très vite pour donner de l'emploi à ces jeunes après avoir désintoxiqué ceux qui en présenteront la nécessité. Tous les paramètres sont réunis pour relancer la réhabilitation et la modernisation de la voie ferrée entre la gare centrale et l'aéroport international d'Njili. Porteur de la bonne nouvelle, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, fait l'état des lieux de cette voie. Les commentaires de Guillaume Koukou, Mamengi Panchi. Pour certains,
dirigeants s'entendent il y a peu. C'était une affaire close, liquidée même. Aucune initiative porteuse ne pouvait émerger si ce n'est que stopper les trafics sous la voie ferrée entre l'aéroport international de Ndjili jusqu'à la gare centrale. Cette voie était pour les Quinoises et Quinois l'axe principal qui désenclavait la capitale et ses quartiers frontaliers. Cette voie ferrée humanisait la circulation et l'on sait, des milliers de personnes en étaient bénéficiaires parce que tout le monde y empruntait. Malgré les réclamations de la population de Mikondo, de Massina, de Kingabwa, d'Ndjili et même de Kimbanseke, dans un élan de solidarité, les potentats avaient décidé. Mais voici un rebondissement inattendu de ce dossier dans le sens de cultiver la pertinence de ce projet du trafic entre la gare centrale jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili. Bien que le silence a été démis, il a été entendu que ce projet pourrait renaître de ses cendres. La population de Massina, Ndjili, Kimbanseke, Mikondo ont accompagné le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, qui a fait l'état de lieu de ce qui en reste. Plus de kilomètres à pied, beaucoup de personnes derrière, mais le bonheur demain sera de celui qu'on appelle l'initiateur. L'honorable Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale de la 3e législature de la République démocratique du Congo, salue la déclaration des anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat en rapport avec l'insécurité qui écume et désole la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Il se félicite de rallier et de soutenir dans l'intérêt supérieur de la nation l'action du président de la République, chef de l'État et garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'éradication des forces négatives et terroristes qui sévissent dans la partie sous-syndiquée de notre pays. Désormais, au nom de nos aïeux et à celui du peuple congolais présent et à venir, toutes les forces vives de la République démocratique du Congo demandent la paix à l'est du pays. Les commanditaires étrangers et nationaux de ces crimes doivent cette fois-ci cesser leurs atrocités qui n'ont que trop duré. Ainsi, au nom de la représentation nationale, le président de l'Assemblée nationale demande aux pays amis et frères de la République démocratique du Congo au sein de la communauté internationale de soutenir sincèrement et par des actions concrètes l'état de siège proclamé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la nation dans les provinces du Nord et de l'Ituri. La réforme du journal officiel pour s'adapter aux nouvelles structures était au cœur d'une série de rencontres avec les experts de la fonction publique. Au Congo central, les participants ont élaboré les référentiels de l'emploi et cadre organique. Guy Blaise Kitiki. La modernisation de l'administration publique congolaise tient à cœur le président de la République. Le journal officiel, avec l'expertise de la fonction publique, a initié une série de rencontres pour justement aboutir à une réforme adaptée à ces structures. Au cours de cet atelier organisé à Matadi au Congo central, qui fait suite aux assises de janvier à Kinshasa, les participants ont élaboré un référentiel des emplois et de compétences du journal officiel, de manière à lui permettre d'adapter les structures aux réalités de la modernisation. Au total, une vingtaine d'experts de la commission mixte journal officiel et fonction publique produiront un cadre organique qui du reste sera sanctionné par la publication d'une ordonnance présidentielle après que les ministres ayant la fonction publique en sa charge aient pris un acte administratif. Venir ici afin de contribuer à l'appui de la réforme du journal officiel de la République, où il y a le expert de cette équipe. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier d'élaboration des référentiels des emplois et des compétences du journal officiel de la République. Il faut rappeler que le journal officiel est l'organe du gouvernement qui permet de publier les textes légaux en vigueur en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout tous les autres documents qui acquièrent un caractère juridique contraignant et exécutoire.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de l'ensemble du personnel de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo et au mien propre, j'ai l'honneur de vous transmettre nos sincères et chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du gouvernement de notre pays. À l'occasion de l'investiture de votre gouvernement par l'Assemblée nationale, l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour vous souhaiter un fructueux mandat et s'engage à contribuer à vos côtés à tous les efforts que vous menez pour atteindre les objectifs vous assignés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour le bien-être de l'ensemble de la population. C'est signé le directeur général Chumba Punga Jean. La RDC fait partie de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est dans ce cadre que le ministre du Commerce extérieur était à l'OCC pour sensibiliser les agents et autres cadres sur les compétences et les enjeux économiques au niveau local et continental. Les enjeux économiques nationaux et continentaux de l'heure justifient la descente du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongwa, à l'Office congolais de contrôle. Le patron du ministère du Commerce extérieur a présidé en rafale 2 séances de travail. La première à la direction générale avec tous les chefs de département, en présence du président du conseil d'administration, Placide Chisumpa Chakatumba, du directeur général Pierre-Célestin Rissassi Tabouamusimboa, du directeur général adjoint Isabelle Kassongo Omba et de deux mandataires, Madeleine Moussaga et Lambert Osango. À cette occasion, le directeur général Pierre-Célestin Rissassi Tabouamusimboa a, dans son monde de circonstances, souligné le défi à relever par l'OCC, les infrastructures, les accréditations de labos, le renforcement des capacités humaines et du cadre légal. Après avoir suivi avec intérêt particulier le DG de l'OCC, Jean-Lucien Boussa Tongwa, ministre du Commerce extérieur, a donné des orientations précises, sa vision et sa détermination de voir l'OCC jouer un rôle majeur au plan local et dans la zone de libre-échange continentale africaine en procédant au contrôle quantitatif et qualitatif. De la direction générale, le ministre s'est dirigé au conseil d'administration pour une réunion extraordinaire avec le mandataire qui constitue l'organe de décision, d'orientation et de contrôle de l'OCC. L'OCC, l'Office congolais du contrôle, est au cœur des grands enjeux aujourd'hui. Vos produits ne sont pas normés, vos produits ne sont pas de meilleure qualité, mais vous n'êtes pas compétitif sur les marchés internationaux. Et donc, pour ce mandat, j'ai tenu à placer l'OCC au cœur de cet enjeu économique, national, africain et mondial. 4 centrales hydroélectriques sont en pleine construction autour du parc de Virunga. Le ministre d'État de l'Énergie, Olivier Mwenze Moukaleng, a échangé à cet effet avec les délégués du ministre d'État belge. C'était autour de la production de 32 MW de courant électrique. Oscar Mbal. 32 MW supplémentaires sont actuellement produits au Nord Kivu dans les sites Parc de Virunga avec pour effet immédiat l'approvisionnement en énergie électrique des industries locales et la création de l'emploi. Au cours de cet échange avec les ministres d'État belges et membres honoraires de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique, Xavier Dedonéa, il était question de solliciter l'accompagnement du gouvernement de la République auprès du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, dans ce secteur clé. Nous avons actuellement 3 centrales qui sont en fonction. Donc au total, nous avons actuellement une capacité de production de 32 MW au Nord Kivu. Nous offrons gratuitement de l'éclairage public aux populations, aux hôpitaux, aux écoles, etc. Mais nous avons également raccordé des milliers de ménages et des centaines de PME. Emmanuel Mérode, directeur-chef des sites du parc de Virunga, salue les efforts de ses partenaires pour le développement de la contrée. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 12 000 emplois qui ont été créés grâce à la fourniture de l'électricité. On ne peut pas éviter le ministère de l'Énergie. C'est un secteur qui est au cœur de tous nos efforts, non seulement pour protéger un des plus grands parcs nationaux du monde,
mais également pour assurer que ce parc est valorisé au bénéfice des populations locales. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mounzé, a rassuré ses hôtes de l'accompagnement du gouvernement de la République dans le cadre du partenariat public-privé afin d'offrir à la population des services de qualité dans la fourniture de l'énergie électrique. Excellences, Messieurs les ministres, au nom de l'ensemble du personnel de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, au mien propre, j'ai l'honneur de vous transmettre nos sincères et chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du ministère des Transports et Voies de Communication et des Désenclavements. J'ai saisi cette meilleure occasion pour vous souhaiter un fructueux mandat dans ces ministères et vous assurer de notre engagement à vous accompagner sans relâche dans l'accomplissement de vos nobles et lourdes responsabilités pour le bien-être de l'ensemble du peuple congolais. L'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour les choix portés sur votre personne. Et la même entreprise félicite également les premiers ministres et puis les vice-ministres du transport au nom de l'ensemble du personnel de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo et au mien propre. J'ai l'honneur de vous transmettre nos sincères et chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du gouvernement de notre pays à l'occasion de l'investiture de votre gouvernement par l'Assemblée nationale. L'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour vous souhaiter un fructueux mandat et s'engage à contribuer à vos côtés à tous les efforts que vous mènerez pour atteindre les objectifs vous assignés par le président de la République pour le bien-être de l'ensemble de la population. Signé le directeur général Tchumba Ponga Jean. Rendons-nous au Congo central où le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a bouclé sa tournée de redynamisation de ses partis dans cette partie du pays. Il a à cet effet installé le comité fédéral de l'UDPS dans ces coins. Ni la forêt de Mayombe, ni l'état des routes menant au mausolée du tout premier président de la RDC n'ont pas effrayé la caravane du secrétaire général de l'UDPS. À la tête d'une forte délégation composée des cadres et des notables du Congo, Augustin Kabouya Franche Singini, où repose pour l'éternité les héros national Joseph Kasavu. Au passage du numéro 2 de l'UDPS, on pouvait entendre des chants à l'honneur de Félix Antoine Tshisekedi et de l'UDPS en guise de reconnaissance pour l'acte posé par le chef de l'État en élevant Joseph Kasavubu au rang de héros national. Au mausolée, c'est le chef de clan qui a pris la parole pour remercier Félix Antoine Tshisekedi. Aussi, chef de l'État, à Kovana, on a qui l'on sait. Ensuite, le secrétaire général est entré dans le mausolée pour s'incliner devant la mémoire de ces dignes fils du pays. Saisissant l'occasion, Augustin Kabouya a remis les copies de l'ordonnance élevant Joseph Kasavu au rang de héros national au recteur de l'université Joseph Kasavu de Boma. Une façon pour lui de battre en brèche toutes les allégations fallacieuses sans preuve tendant à saboter cet acte patriotique. La date commémorative de la mort de celui qui avait axé sa gestion sur la bonne gouvernance doit être aussi célébrée avec face à souhaiter Augustin Kabouya. Pour manifester leur soutien au chef de l'État, les paysans de Singini ont remis quelques présents à celui qui gère au quotidien l'UDPS. Pour arriver au village natal de Joseph Kasavubu, il faut être combattant comme le secrétaire général de l'UDPS l'a prouvé. Communiqué nécrologique avant de nous séparer, le docteur Bombeke Jean-Pierre, toute la famille Bombeke et monsieur l'avocat général, près les conseils d'État Bruno Elou Kimbu, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, à tous les ressortissants de Eungu, territoire d'Ingende, dans la province de l'Équateur, la mort de leur père, grand-père et beau-père, Bombeke Bosekilaka Boniface Rodin,